Pierre-Antoine. Nous sommes au bout de plusieurs mois de mobilisation des Gilets jaunes. Avant l'an dernier, je crois, nous avons fait une vidéo où vous expliquiez que Macron était un petit peu l'équivalent d'un Gorbatchev français chargé de sauver le parti unique et le régime. Est-ce que la séquence actuelle confirme cette analyse? Je pense que oui, parce que la séquence actuelle a mis en évidence que certains hauts fonctionnaires ont un salaire totalement délirant. On a vu avec Madame Chantal Joanneau qu'elle touchait 15 000 euros pour animer des débats. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Pour ce prix-là, elle pourrait trouver le vaccin contre le cancer. Mais non, elle préfère, elle a un poste avec un salaire qui est complètement délirant. On a appris que Jacques Toubon, lui, touchait 30 000 euros par mois. Et on sait depuis, donc on a commencé à s'intéresser à ça, les Français ont commencé à s'intéresser à ça, que certains élus cumulaient plusieurs retraites, et ce qui faisait des sommes extravagantes. Et donc on n'est plus dans le cas de servir la République, on est plutôt dans le cas de se servir de la République. Et donc, a posteriori, le constat que j'avais fait lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir est le bon, c'est-à-dire que le problème, c'est pas pour lui de créer un régime ultralibéral, puisque par exemple, notamment tout ce qui est des prélèvements obligatoires, de la part de la dépense publique dans le PIB, la France est plutôt un pays qui ressemble au Venezuela, de ce point de vue-là, plutôt qu'un pays libéral, comme par exemple, du point de vue économique, j'entends, comme par exemple la Russie, où la taxation est très basse, à la fois sur les entreprises ou sur les personnes physiques. Et ce qu'il apparaît en effet, c'est que c'est cette caste qui a voulu préserver ses privilèges. En fait, on a observé exactement la même chose à l'époque de l'URSS. Gorbatchev était donné comme un réformateur. En fait, il n'a rien réformé. Les peu de choses qu'il a réformées, c'est extrêmement mal fait. Et notamment une partie de libéralisation de l'économie, enfin de sortie du secteur public, de laisser la petite entreprise, qui était en fait l'occasion de voir apparaître au contraire les mafias. C'est ce qui a déclenché l'apparition des mafias. Et donc les réformes territoriales aussi qu'il a voulu faire, qui ont provoqué justement le putsch de 1991. Et finalement, c'est ça qui a abouti, parce que Gorbatchev n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Et la raison fondamentale, c'est que le système n'était pas réformable. Et il fallait mettre fin au système, et ça s'est fait finalement relativement pacifiquement, puisque les moscovites sont descendus dans la rue au moment du putsch. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 morts. Et puis finalement, le système s'est effondré de lui-même. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui soutiennent Emmanuel Macron, au sein des structures, l'administration, etc., ce sont des gens qui savent que si demain il y a un pouvoir alternatif, ils vont perdre leur prébende. Imaginez ce qu'un entrepreneur doit faire comme chiffre d'affaires pour pouvoir se payer un salaire de 15 000 euros par mois, ou de 30 000 euros. C'est totalement délirant. Ou avoir une retraite à ce niveau-là. C'est totalement délirant. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont accrochés à leurs privilèges, et qui d'ailleurs, privilèges qu'ils conservent, quelle que soit l'alternative politique. Jean-Marc Ayrault, quand il a été Premier ministre, il est ensuite ministre des Affaires étrangères. Personne ne se souvient de lui, il n'aura laissé aucune trace, même pas mauvaise, tellement il était inconsistant. Il quitte donc sa fonction, et on lui crée pour lui un institut de commémoration de l'esclavage qui lui permet encore de vivre sur la bête. Et c'est systématique. C'est pas un secret que lorsque les socialistes ont compris que François Hollande allait perdre, et que donc le Parti socialiste allait se faire laminer, ils ont commencé à se recaser dans les différentes administrations, dans les différentes sociétés d'État. Donc le problème aujourd'hui de la France, je ne dis pas que l'ultralibéralisme n'est pas un problème, l'ouverture à tout va des frontières, la libre circulation des hommes, des marchandises, etc., sans aucun contrôle, n'est pas une bonne chose. C'est destructeur pour les sociétés. Mais ce n'est pas le problème de la France. Le problème de la France, c'est le parti unique, c'est-à-dire c'est cette caste dont Macron est un pur représentant, qui vit sur la bête depuis plus de 40 ans. Et alors l'avantage, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, et notamment avec l'histoire du grand débat, on a commencé à s'intéresser à ces salaires délirants. Et c'était ça le Parti communiste de l'Union soviétique.
Parti communiste non soviétique, c'était un système de parasitage de la richesse de l'URSS, soit par les élites, c'est-à-dire qui avaient des avantages disproportionnés, soit, donc ça c'était le comité central du parti communiste, c'est-à-dire les communistes, les chefs en fait, donc, soit au niveau des républiques socialistes soviétiques, soit au niveau moscovite, vous avez des privilèges exorbitants, et ensuite vous aviez les membres du parti communiste, mais comment dire, à des positions moins élevées, qui aussi avaient des privilèges. Et puis finalement, vous aviez tout un système de parasitage où la richesse du pays était pompée, absorbée, mal redistribuée. Et finalement, l'URSS n'a pas pu se réformer parce que les gens ne voulaient pas mettre fin à un système. Mettre fin au Parti communiste, c'était pour des gens... D'ailleurs, quand le système est tombé, vous aviez des gens qui étaient au summum, au soviet suprême, qui se sont retrouvés quasiment à la rue, qui ont tout perdu. Il y a aussi eu l'inverse. Des gens qui ont pris à ce moment-là les biens d'État oui. Et qui sont devenus riches, qui sont devenus oligarques. Ah bah alors, les plus rusés, des gens comme Khodorkovsky, comme Berezovsky, ont su voir l'opportunité de pouvoir s'emparer au moment des petites privatisations, ce qu'on a appelé des grandes privatisations, à partir essentiellement de 93. Mais ça, c'était après la chute de l'URSS. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il ne faut pas s'imaginer que les pays capitalistes aient envie que tous les autres pays soient capitalistes. Ils ne veulent pas avoir de concurrents. Il faut comprendre une chose, l'Allemagne ne souhaite pas que la France se sorte du socialisme, parce que la France redeviendrait un concurrent sérieux dans le domaine industriel. Donc ça leur va très bien que la désindustrialisation de la France, les conséquences du socialisme, hein, ça leur va très bien. De la même manière que si Maduro n'était pas un socialiste, l'économie vénézuélienne se porterait beaucoup mieux. Et encore une fois, ce qu'a fait Chavez est très bien, de redistribuer, de reprendre le contrôle de la production de pétrole, de le redistribuer, que les gens aient enfin accès aux médecins, à l'école, etc. Tout ça, c'est des choses très bien. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à un moment ou à un autre, ces gens qui sont allés à l'école, que vous avez soignés, eh bien, ils arrivent, ils sont formés, ils arrivent à 18-20 ans et ils veulent du travail. Et comme l'économie socialiste ne génère pas de richesse, ne génère pas d'entrepreneuriat, ça alimente les fonctionnaires, etc. Et finalement, la spirale dans laquelle est tombé le Venezuela est la même que celle dans la France est tombée. C'est-à-dire que même Macron a dit qu'il voulait baisser les charges des entreprises, etc. Mais en fait, il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il a un poids à tirer de parasitage général, mais généralement quand on parle de parasites, on parle des chômeurs, on parle des gens qui ont pourtant cotisé. S'ils sont au chômage, c'est qu'ils ont cotisé, donc c'est normal aussi qu'ils aient une assurance chômage. Mais on oublie qu'en fait les plus gros parasites, c'est les hauts fonctionnaires, c'est eux. Et eux ne sont jamais au chômage, ils s'en sortent toujours. Et le système fait qu'en plus, c'est eux qui représentent les Français. La majorité des députés sont issus des hauts fonctionnariats. Donc en fait, finalement, il y a des tas de couches de la société qui ne sont pas représentées. Et ça c'est une première chose. Et finalement, donc, la France est dans la même spirale que le Venezuela, c'est-à-dire que l'État a pris tellement de choses sur lui que si jamais il arrête, par exemple, de financer tel ou tel morceau d'économie, il y aura effectivement des soulèvements, il y aura... voilà. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour continuer à pouvoir alimenter le pachyderme, eh ben, on a commencé à taper sur ceux qui travaillent et qui n'avaient déjà presque plus rien. Et ça a été l'augmentation des taxes sur le diesel, soi-disant pour sauver la planète. C'est pas pour sauver la planète qu'on augmente les taxes sur le diesel, c'est parce qu'il faut de l'argent pour alimenter le pachyderme. Imaginez combien, par exemple, pour payer les 15 000 € de salaire de Chantal Joanneau, combien est-ce qu'il faut prendre dans la poche du Français de la France périphérique qui bosse 5 à 6 jours par semaine pour pouvoir payer le salaire de Joanneau? C'est ça et à quoi sert Joanneau? Le plombier, je pense à Jérôme Rodriguez, lui il sert à quelque chose, on sait à quoi il sert. Chantal Joanneau, ouais, j'ai toujours pas compris. Hein. Et Toubon, qui en plus a eu l'occasion au moment, puisqu'on a le problème des lance-grenades, des tirs de flashball, c'était le moment de montrer qu'on avait besoin d'un ombudsman pour les questions des droits de l'homme, la protection. Et il a dit que c'était très bien. Voilà. Donc en fait, et ça fait 30 000 € par mois.
Imaginez ce qu'il faut prélever dans la poche des travailleurs français pour payer ce parasitage. Et voilà. Et donc c'est ce que j'avais critiqué à l'époque, notamment d'ailleurs c'était la suite à l'affrontement, pas seulement pendant le débat d'ailleurs entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est-à-dire que de focaliser les attaques sur le fait que Macron soit un ultra-libéral. Et c'était pas le problème, Macron que soit un ultra-libéral. De toute manière, à la limite, Macron arrivait dans un régime qui avait déjà totalement ouvert nos frontières, avec une invasion migratoire, avec une économie qui était qui continue d'ailleurs en plein délabrement parce qu'on n'est pas compétitif. Et on n'est pas compétitif parce qu'on a une fiscalité confiscatoire, et que donc quand on a affaire à des concurrents comme l'Allemagne ou comme d'autres puissances, soit avec des monnaies plus faibles ou tout simplement plus compétitifs, et bien en fait on tient pas la route, et ça explique la désindustrialisation du pays. Oui, en fait, on a le pire des deux systèmes, en fait. C'est-à-dire, on a du ultralibéralisme, là où il faudrait avoir du protectionnisme, et on a du socialisme, comme vous l'appelez, qui en plus n'est même pas orienté a priorité sur les citoyens français, mais qui a vocation universelle. C'est exactement ça. En fait, déjà il faut voir qu'une chose, c'est que l'ouverture des frontières, je dirais aujourd'hui, si on veut définir l'ultralibéralisme, à mon avis ce qui concerne le plus la France, c'est la libre circulation des biens et des personnes sans contrôle. Parce que, voilà, ça effectivement. Mais ça c'est pas ce que Macron a apporté. Ça date de la construction européenne. C'est quelque chose qui est déjà. On peut même faire remonter à la communauté économique du charbon et de l'acier. L'idée qu'il faut abaisser les frontières et à terme plus sans aucun contrôle, ça date pas d'hier. Donc c'était pas ça la spécificité de Macron. La spécificité de Macron, et ce qui fait que toute sa campagne est un mensonge, c'est de faire croire qu'il était nouveau, il allait remplacer l'ancien monde. Au contraire, Macron, et comme Gorbatchev, c'est l'ultime poussée, l'ultime tentative du régime pour essayer de se maintenir. Pour que, encore une fois, Jean-Marc Ayrault puisse continuer avec son institut sur l'esclavage, ou Chantal Joanneau puisse continuer à tourner avec ses 15 000 euros. Voilà. Il y a des gens, et si vous regardez ceux qui ont fait élire Macron, c'est les médias, donc qui sont financés, par l'État, par les impôts des citoyens, et les juges, ce que j'appellerais les juges rouges, qui eux aussi font partie de cette casse. Le système judiciaire français fait que déjà les juges sont totalement irresponsables, au sens qu'ils ne rendent de compte à personne. Aux États-Unis, au moins, les juges sont élus. En France, alors que, selon l'article 2 de la Constitution, c'est par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple, en fait, les juges, non. Les juges sont choisis soit entre eux, cooptés, ou par le régime. Et finalement, donc ces gens-là sont vraiment impliqués dans le système et veulent sa survie. C'est pour ça qu'attaquer Macron sur l'ultralibéralisme, c'est une ânerie. Et surtout, ça n'explique pas ce qui est en train de se passer. Parce que si Macron était ultralibéral, s'il était effectivement son discours, la Start-up Nation, eh bien en fait, il aurait fait exactement le contraire de ce qu'il a fait. Il est libéral, en fait, comme c'est un agent de l'étranger, il est libéral pour les puissances libérales étrangères. Il est libéral dans l'intérêt de l'Allemagne, dans l'intérêt de l'Union européenne, dans l'intérêt du capitalisme. En fait. Moi je suis persuadé que l'Allemagne est très contente d'avoir Macron et de voir que l'augmentation des taxes, ils savent très bien que du coup ça va rendre la France non compétitive, ça va continuer à la déstabiliser. Si vous êtes une entreprise, vous êtes très content qu'il y ait une grève dans l'usine d'à côté, vous voyez ce que je veux dire ? En fait c'est pareil. Et pour continuer donc justement sur le fait que la France soit un pays socialiste, ça convienne très bien à ses concurrents, c'est de la même manière que les États-Unis n'auraient aucun espoir de renverser Maduro si le pays n'était pas au bord de la faillite. Oui. Donc c'est lié à ça. Et d'ailleurs la grande différence justement entre le projet politique vénézuélien, que je soutiens, l'indépendance nationale, notre indépendance vis-à-vis des États-Unis, qui finalement correspond d'ailleurs à une poussée générale en Amérique du Sud, y compris même avec Bolsonaro au Brésil, c'est pas du tout un alignement sur les États-Unis.
D'ailleurs, il vient de dire que personne ne traverserait son territoire pour aller attaquer le Venezuela. Donc c'était, il n'y a pas de, et c'est que en fait, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que la seule économie qui fonctionne, c'est l'économie de marché. Le socialisme n'a jamais fonctionné nulle part. Et ça, c'est pas. Voilà. En revanche, c'est vrai que. C'est le colbertisme, quoi. Enfin, c'est oui. L'économie de marché dirigée. En fait. C'est ce que dit Charles Gave, c'est-à-dire il faut faire confiance aux entrepreneurs. Et ça, c'est un problème en France, c'est que dans tous les partis, mais dans tous, toutes les solutions sont imaginées par l'État. Oui. On veut un État qui protège, on veut un État. Et moi, ce que j'apprécie, notamment chez les Gilets jaunes, notamment dans le discours de Jérôme Rodriguez, c'est qu'ils veulent juste qu'on leur foute la paix. C'est pas difficile. Ils estiment, et à raison, que dans la mesure où ils travaillent 5 à 6 jours par semaine, ils devraient être capables, avec leur salaire, de nourrir leur famille. En fait, de capitaliser quelque chose. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'ils demandent, c'est à l'État, c'est d'arrêter d'aller leur faire les poches. Voilà. Et donc, dans ce cas, c'est une réforme. Il faut réformer la fiscalité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant la manière dont Macron espérait, en fait, contourner ces demandes qui sont. Et là, je partage vraiment l'analyse de Charles Gave. Ces demandes qui sont des gilets jaunes, c'est-à-dire ils ne tentent pas la Sibylle. Encore une fois, ils gagnent de l'argent, c'est pas des parasites, ils gagnent de l'argent et ils veulent être capables de non seulement de nourrir leur famille, mais même d'avoir un petit peu plus pour aller au cinéma, pour acheter un cadeau à leurs enfants, etc. Et ça, c'est fondamentalement différent, et c'est ce que Macron aurait voulu remplacer par les revendications habituelles de la CGT. C'est-à-dire une augmentation du SMIC, dont on sait très bien que ce n'est pas la solution, parce que du coup, ça fait les gens qui gagnent plus que le SMIC gagnent le SMIC, et puis il y a dans ce cas, c'est toute l'échelle des salaires qu'il faut revoir à la hausse, et de toute manière, ce sera artificiel. Ce qui fait que les salaires augmentent, c'est que l'économie fonctionne et que finalement, pour ne pas perdre vos employés, vous êtes obligé de les augmenter. Moi, je suis entrepreneur. Il y a eu des moments où, écoutez, vous voyez tout d'un coup votre employé qui vient demander une augmentation substantielle, parce que sinon il part ailleurs. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de revendication syndicale, il n'y a pas besoin de. C'est une économie qui fonctionne. Et c'est ça, à mon avis, l'échec de l'extrême gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça qu'il n'en bénéficie pas dans les sondages, parce que le message de la France insoumise, il y a deux raisons de l'échec de Mélenchon vis-à-vis des Gilets jaunes. Un, le symbolique départ de Georgi Kuzmanovic, qui réclamait la hiérarchisation des luttes. C'est-à-dire que la lutte du père de famille pour ne pas payer plus de taxes pour pouvoir nourrir sa famille est au-dessus de la lutte de la lesbienne qui a envie d'acheter un enfant, ou de l'homosexuel qui a envie d'acheter un enfant, ou d'avoir une gestation pour autrui. Voilà. Pour Mélenchon, il n'y a pas d'hiérarchisation des luttes, c'est au même niveau. Et la deuxième raison, c'est que finalement, la seule solution à ce que demandent les Gilets jaunes, c'est la baisse de la dépense publique. Voilà. C'est l'audit, encore une fois Charles Gave, où va l'argent ? Où va l'argent ? La part du salaire des fonctionnaires, d'ailleurs, est finalement pas si importante dans cette masse d'argent qui est prélevée, voire volée aux Français. Où ça va ? Mais évidemment, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, qui voulaient refaire passer la retraite à 60 ans, qui voulaient augmenter encore le nombre de fonctionnaires, ne correspondent à cette France du travail, de l'entrepreneuriat, qui était dans la rue. La prise de risque assumée, dont on doit assumer les conséquences. On a vu, Mélenchon, c'est quelqu'un finalement qui fait partie de cette caste dont vous parliez, du parti unique. Il a toujours été sénateur, il est toujours là. Ah, mais on a eu un moment de la perquisition de Jean-Luc Mélenchon, où il fait un reportage en live avec son téléphone, et on voit son appartement. Pour le leader du prolétariat, c'est quand même. Son séjour, je pense, correspondait à l'appartement moyen de ses électeurs. Vous voyez. Tous nos ordinateurs, vous entendez ? Tous les ordinateurs de la maison sont fouillés et recopiés. Et il y en a plein chez moi. Pourquoi est-ce que le siège de La République En Marche n'est pas perquisitionné ? Alors que le siège de la France Insoumise est perquisitionné.
Pourquoi suis-je perquisitionné et pas M. Macron, et pas M. Castaner, et pas la garde des Sceaux? Madame Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire? Vous avez tout oublié? Qui vous êtes? Qui je suis? Vous n'avez donc plus aucune dignité? Tous les coups sont permis? Et je pense qu'il s'en est même pas rendu compte, parce que, et surtout pour lui, comme sa personne est sacrée, comme il le dit, c'est normal. Parce que lui, il a une mission, il est d'une autre étoffe. Et c'est normal, c'est exactement la mentalité du comité central du Parti communiste. C'est-à-dire qu'ils ont une mission sur cette terre, et c'est pour ça normal, c'est donc normal qu'ils aient des privilèges exorbitants. Et le fait qu'il n'ait pas percuté là-dessus, non mais c'est ça surtout en fait. En fait, il est en train juste de montrer son appartement magnifique. Et donc voilà, en plus il était a priori avec je crois que c'est sa maîtresse, qui est également une employée du parti. Enfin bon, on était, quand on se souvient en plus la manière dont il a critiqué François Fillon, ça a été on est dans tout ce que rejettent les Gilets jaunes. Exactement. Les Gilets jaunes ont des revendications très précises. Ils avaient au début des revendications précises qui étaient économiques, qui encore une fois, ils ne demandaient pas d'argent, ils voulaient qu'on arrête de leur en prendre. Totalement, c'est fondamentalement différent. C'est pas du tout la manifestation à la CGT de base. Hein. C'est vraiment voilà. Il y a ça. Et ensuite, comme Macron a mis trop de temps à comprendre que c'était sérieux, on est passé à la revendication politique. Et bon, en gros, il y en a deux revendications politiques. C'est Macron démission. Et le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, peu importe, et qui est, comme je l'ai déjà dit, qui finalement est l'accomplissement de la Ve République. Hein, ne pas oublier, le général de Gaulle est parti après un référendum qu'il avait perdu, qui ne portait pas sur son mandat, qui portait sur la régionalisation. Et donc le référendum, dans l'esprit du fondateur de la Ve République, était quelque chose de tout à fait normal. Et ça, évidemment que la gauche, au sens large, c'est-à-dire à la fois le gauchocentrisme macronien ou l'extrême gauche à la Mélenchon, ils n'en veulent pas. Parce que si jamais il y a un référendum d'initiative populaire, c'est la fin de l'immigration. Moi, je reste persuadé que si on a fait un référendum sur la... Mais d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Je crois que c'était Marlène Schiappa, une fois de plus, qui disent, s'il y avait le référendum, en fait, aucune loi sociétale ne serait passée. Et comme aujourd'hui, ils assimilent ça aux valeurs de la République, l'avortement. Donc c'est comme si on avait une religion avec des sacrements, l'avortement, le mariage pour tous, voilà. Et donc en fait, c'est vrai que lorsque passe l'avortement, la loi sur l'avortement sous Giscard, s'il y avait eu référendum, l'avortement ne serait pas passé. Pour les Français, c'était un crime monstrueux. Et si on avait fait un référendum avant la manif pour tous, il est évident que la loi ne serait pas passée. Si demain il y a un référendum d'initiative populaire, c'est la fin de l'immigration. C'est le droit du sang. C'est-à-dire que c'est la destruction de la gauche, en fait. Le référendum entraînera la destruction de la gauche. Et c'est pour ça que Mélenchon, tout de suite, sur le RIC, voilà. Et donc finalement, ce que nous propose Macron, c'est le grand débat pour parler de rien. Et c'est excellent. J'ai des problèmes, je n'arrive pas à me nourrir, c'est-à-dire inscrivez-vous au grand débat. Et d'ailleurs, et ça, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce qui va se passer dans quelques semaines, où c'est la fin du grand débat. Où en gros les gilets jaunes qui sont politiquement les plus matures, je dirais au niveau des Français, c'est-à-dire les plus c'est un peu l'avant-garde justement, c'est l'avant-garde du peuple français. Eux, ils ont déjà compris que le grand débat est une fumisterie. Mais de ce qui va sortir de cette fumisterie, ça va bien montrer qu'en fait ça n'a servi absolument à rien, juste à déplacer Macron dans toute la France, protégé par la police, parce que maintenant il n'ose plus bouger les pattes de derrière. Donc on est justement là-dessus, c'est quelque chose d'intéressant pour ça. C'est-à-dire que les corps intermédiaires, ça c'est Yannick Jaffray qui l'a aussi très bien analysé, en France ne comptent pas. Quand il y a un problème, finalement, c'est la tête. Et aujourd'hui, les Français, le peuple français incarné par les Gilets jaunes, vise la tête. Cette comparaison, de charger de sauver ce parti unique, comme vous l'appelez, mais on voit aussi qu'il est chargé d'accélérer la marche là, vers le projet mondialiste, en fait, et vers le projet d'intégration euroglobaliste. Alors on a eu toute la séquence, le traité d'Aix-la-Chapelle, toutes ces choses qui justement ne sont jamais proposées à la population, même pas expliquées. Est-ce que
c'est aussi une similarité peut-être avec Gorbatchev à l'époque, qui était chargé peut-être de conserver les avantages de cette classe-là d'apparatchiks, mais aussi d'accélérer l'intégration de l'Union soviétique dans le système libéral mondial aussi. Je pense que oui, effectivement. Mais à mon avis, Gorbatchev n'avait pas une pensée politique si développée. La raison du putsch, en fait, c'est sa réforme des territoires. Il voulait transformer les républiques socialistes soviétiques. Bon, c'était assez, comment dire, c'était pas très clair. Et d'ailleurs, quand les putschistes, soi-disant putschistes, débarquent à Sadatcha, il y a 1500 gardes du corps, KGBistes pour protéger Gorbatchev. Eux, ils débarquent, ils sont 8. Et ils leur disent, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, le système va s'effondrer, etc., etc. Et Gorbatchev leur dit, faites comme vous voulez. Et là, du coup, ok. Mais ils se retrouvent avec une responsabilité qu'ils n'étaient pas venus chercher. Ils espéraient raisonner Gorbatchev, et Gorbatchev... on a vraiment un système en pleine qui s'écroule. Et quand on regarde le fonctionnement de la Macronie et du macronisme politique, par exemple, c'est les démissions en cascade en ce moment, le fait que finalement la seule personne qui trouve à mettre au ministère de l'Intérieur, qui est fondamental, le ministère de l'Intérieur, pour tenir le pays, on met Castaner, dont il est clair qu'il y a quand même un déficit cognitif, faut quand même dire la vérité, et surtout qu'il est complètement dépassé. Il fait, en ce moment, vous le voyez, il y a l'épisode où il joue l'instituteur avec des élèves. On voit très bien qu'il est complètement dépassé par les événements. C'est épouvantable, c'est un pauvre type. Et ça rappelle énormément, pour refaire le parallèle avec la chute de l'Union soviétique, en fait, donc ces 8 putschistes reviennent à Moscou, et les soviétiques ne savent pas, disons, surtout les moscovites, puisque c'est eux qui vont faire tomber l'URSS. Ce sont les Russes qui font tomber l'URSS, c'est pas les Lettons, c'est les Russes. Et donc, ils reviennent, ils savent pas quoi faire. Et il y en a un qui dit rentrer l'armée dans Moscou au cas où. Alors qu'en fait, si jamais ils n'avaient rien fait, les soviétiques, les peuples soviétiques, et finalement, et comme le peuple français, ils ont bien compris qu'il y avait des parasites qui contrôlaient, qui étaient complètement incompétents, mais au moins qu'ils ne viennent pas les embêter chez eux, quoi. Et là, tout d'un coup, les moscovites revoient arriver les BTR dans les rues de Moscou, et là, ça va plus, là. Et en fait, c'est ça. C'est qu'à la limite, Macron, il aurait pu faire ses 5 ans tranquillement, mais il doit trouver des sommes colossales pour continuer à alimenter le pachyderme. Et finalement, ça aussi, c'était très bien analysé par Charles Gave, à qui va prendre de l'argent? Pas aux bobos, puisque c'est son électorat et c'est les villes, mais à ceux qui sont taillables et corvéables à merci, c'est-à-dire les travailleurs blancs, puisque à moins d'être aveugle, on voit très bien que 99% des gilets jaunes sont des blancs, ce que la gauche appelle les white trash, de manière méprisante, alors qu'en fait c'est juste des pères et des mères de famille qui viennent faire... Et finalement on est à ce moment-là, c'est-à-dire que Macron a fait l'erreur qu'ont fait les putschistes, c'est-à-dire que il est allé trop loin. Il y a un moment où on a compris de toute manière, le système représentatif ne nous représentait pas, mais bon, on va pas faire la révolution parce qu'en plus on a une femme et des enfants, et puis là tout d'un coup, l'erreur, là ça va trop loin. Et là, la marmite est ouverte, et en URSS ça s'est terminé par la chute de l'URSS et la renaissance de la Russie. Donc on peut espérer que nous on aura la même chose et que ça terminera par la chute du régime et une renaissance de la France et l'apparition véritablement de nouvelles têtes. Et c'est un peu ce qu'on voit, avec les Gilets jaunes. C'est intéressant de voir notamment comme certains, moi je vois surtout Jérôme Rodriguez, consolident leur discours petit à petit, au fur et à mesure. Les critiques d'ailleurs qui sont injustes, quelquefois qui sont faites sous prétexte que Besancenot, pour se faire du buzz, va se faire photographier. C'est lui, c'est Besancenot qui a besoin de Rodriguez. Rodriguez, n'importe qui est dans la rue, qui s'approche de lui, il veut faire une photo, il va la faire, il s'en moque. Et petit à petit, il peaufine son discours. Je pense que c'est des gens qui sont à l'origine plutôt à gauche. Mais qui est au contact de la réalité, et puis le poids des responsabilités, parce que c'est un peu comme dans toutes ces périodes révolutionnaires, on a vu ça dans le Donbass, des chefs de guerre, Guivy, Motorola, il était cariste je crois, Guivy il était gardien de supermarché, c'était pas mais les circonstances font que, et tout d'un coup il y
Il y a des gens, et là je pense qu'on est en train d'assister à ça. Et après, il faut voir concrètement. Et le malheur, et finalement, ce qui sauve Macron, c'est l'opposition. Ouais. Si aujourd'hui à la tête du Front National vous aviez Salvini, au bout de 6 mois de gilet jaune, il serait au pouvoir. Et pour de bon. Là, c'est impossible. Et je pense même d'ailleurs que des partis comme le Front National ou la France Insoumise redoutent les gilets jaunes. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre la place de Jean-Marc Ayrault. C'est prendre la place, d'avoir leur part du gâteau. Et voilà, c'est ça. Et en plus, il suffit de voir les notes de champagne européennes pour savoir que le bien commun n'est pas la préoccupation principale de Marine Le Pen. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire que là c'est vraiment un problème typiquement français, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en face. Et c'est pour ça que finalement le Macron est moins, c'est pas Macron qui est le problème, c'est l'opposition. En fait c'est tout le système. C'est un système, c'est ce que j'appelle le parti unique. Donc finalement, à l'intérieur du parti unique, il y avait des querelles en Union soviétique. C'est un régime, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, rien ne change. Je pense que d'ailleurs oui, je pense qu'il est important d'utiliser le mot régime pour désigner le système dont Macron est finalement n'est qu'un élément et qui justement qui est pérenne et l'opposition en fait elle veut juste en profiter aussi, c'est faire partie des élus. Oui c'est ça. Et puis c'est toujours la même chose enfin quand les gens ne sont pas formés à la prise de risque et qui ont toujours qui ont toujours le filet d'être député ou d'avoir... finalement, c'est pas la même réalité que l'auto-entrepreneur. C'est évident. Et puis, ce que je disais d'ailleurs sur les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire, imaginez combien de chiffre d'affaires une entreprise doit développer pour pouvoir se payer des salaires pareils. Et c'est pareil, que ce soit certains les députés d'En Marche, ou certains députés du Front National, alors pas tous, notamment, en plus je vois la liste, il y a des gens sérieux, quand même plus qu'avant, mais globalement, je crois que c'est 8 000 € de salaire pour un eurodéputé. Combien d'élus pourraient gagner ce salaire-là dans la vie normale ? Je pense qu'on va être peut-être avec les avantages, etc., etc. Donc effectivement, c'est une obsession d'être élu pour pouvoir vivre de la bête. Et c'est aussi un moyen d'ailleurs pour l'Union européenne de continuer d'exister. Parce que, par exemple, les élus roumains qui touchent aussi 8 000 €, mais 8 000 € en Roumanie, déjà, en France, 8 000 € c'est très bien, surtout qu'on ne paye pas d'impôts. Mais 8 000 € en Roumanie, vous imaginez ? Donc, même l'élu nationaliste roumain, mettre fin à ce régime de privilèges, à mon avis, à moins d'avoir une éthique particulière, et dans ce cas, pour le coup, est un vrai révolutionnaire, dans le sens où c'est-à-dire que, c'est aussi c'est la question de l'exemplarité. On a eu exactement le contraire. Ruffin est arrivé avec un t-shirt pour faire prolo. Alors que vous regardez les images, les photos du Parlement français sous la Troisième République, même les socialistes, les communistes arrivaient habillés, question de respect. Et l'exemplarité, elle était sur la vie de tous les gens. Voilà. On n'imagine pas que les élus, enfin les partis de l'époque aient utilisé, les partis nationalistes ou les partis communistes, aient utilisé l'argent du contribuable pour acheter 300 000 € de champagne. Ouais. Il y a des choses qui se font pas. Et aujourd'hui, on n'est plus là. C'est-à-dire que le but, c'est d'être élu et de se gaver. Oui, et après, c'est l'exemplarité du mauvais exemple, parce qu'après, chacun veut imiter et se dire, moi aussi, je vais réussir comme les autres, et ça devient une voie... Et surtout, ce qui à mon avis est terrible, c'est qu'après ils oublient, ils se prennent vraiment pour des génies. Oui, voilà, par exemple, Marlène Schiappa se prend pour un génie. Elle se compare à Galilée, je crois. Des comparaisons totalement absconses. Elle discute beaucoup avec Hanouna. Et Hanouna, voilà. Et eux se prennent vraiment comme des leaders. Ils sont comme des leaders d'opinion légitimes, dont la pensée, voilà, parce qu'ils sont passés à la télé, parce que d'un coup ils ont perdu le contact avec le réel. Ouais, voilà. Et ils donnent des leçons à des gens qui eux au moins
ont une fonction productive dans la société française. Encore une fois, un plombier est plus utile que Marlène Schiappa, ça faut quand même le dire. Et voilà, ou qu'un député européen. Le député européen ne sert à rien. Ça veut pas dire que il sert, voilà, c'est ça, il sert à écouter les lobbyistes, et il ne sert à rien. C'est comme son équivalent à l'époque soviétique d'ailleurs, l'Assemblée du peuple, là, ça ne servait à rien, c'est une chambre d'enregistrement. Mais ça crée une espèce de caste qui finalement doit beaucoup au système. Philippe de Villiers l'avait expliqué en son temps quand il était que en fait vous êtes approché par la machine et qui vous dit si vous n'êtes pas réélu, vous inquiétez pas, on peut vous trouver une place de haut fonctionnaire européen et vous garderez les mêmes avantages et voilà. Et là, bon, du coup, réformer l'Union européenne ou même y mettre fin, c'est beaucoup moins intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est que pour ces gens-là, derrière, il y a cette idéologie d'arriver à l'idée d'une gouvernance mondiale, d'un État mondial. Donc on imagine le niveau de corruption qu'aurait une entité de ce type-là, internationale. Là, ça ne toucherait plus le terre du tout. C'est le projet de la société ouverte, c'est ça le projet. Ah oui, je pense, c'est vous qui l'aviez défini. D'ailleurs, en fait, le but, c'est de mettre des Schiappa. Schiappa, exactement l'incarnation parfaite de ce que George Soros ou les globalistes voudraient avoir à la tête des États. Oui. 2-3 slogans, pas de pensée politique, plutôt des administrateurs en fait, et moralistes, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de politique, on ne fait que de la morale. Sur des valeurs, et là c'est intéressant le sondage de Politico, Atlantico, où 67% des Français ne croient plus aux valeurs de la République. Je pense que c'est un instrument de manipulation. Parce qu'au début, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, en soi, si c'est liberté, en tant que Français, c'est franc, donc on ne peut pas être contre. Égalité devant la loi, pourquoi pas, ça peut être aussi une résurgence chrétienne, puisqu'on est tous égaux devant Dieu. Fraternité qui peut être contre, jusque-là, ça allait. Mais généralement, comme on le disait tout à l'heure, on a rajouté des valeurs de la République, des sacrements. L'avortement, le mariage homosexuel, bientôt la GPA, tout ça, c'est des espèces de sacrements qui vont rythmer la vie du bon républicain. Et donc, vouloir revenir là-dessus, c'est tout devient... En fait, le problème, c'est que les valeurs de la République, elles sont changeantes. Et qui décide de ce qu'elles vont être, c'est Marlène Schiappa. Et c'est pour ça qu'en fait, quand ils disent les gilets jaunes mettent en danger la République, donc c'est totalement délirant. Même d'ailleurs, les ligueurs du 6 février 1934 n'avaient aucune chance de mettre en danger la République, ni le général Boulanger. Mais on jouait à se faire peur, mais en même temps, il y a un peu de vrai, c'est que les gilets jaunes ont amené quelque chose de complètement nouveau dans le système. C'est-à-dire que le peuple revient et veut redevenir maître de son destin. Et ça c'est vrai que ça met en danger leur République. Voilà, c'est ça. En fait, les gilets jaunes mettent en danger l'idéologie et la religion de la République. C'est ça. Au contraire, ils veulent renforcer la République en tant qu'État, donc la res publica ou la chose publique, mais le problème c'est que finalement la République dès son origine a toujours ces deux aspects, un aspect étatique et un aspect idéologique religieux que la population ne voit pas forcément, mais qui ressurgit à chaque époque de manière toujours plus virulente et qui est rejetée à chaque fois par les Français. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, et ce qui est intéressant, c'est que la République peut ne plus être que de gauche, grâce aux Gilets jaunes. Et puisque c'était quand même ça, d'ailleurs, les 10 ans du règne du général de Gaulle sont quasiment uniques dans l'histoire récente de la République, c'est depuis en gros 1875 jusqu'à nos jours, puisque c'est la première fois c'est la seule fois où il y a eu un gouvernement de droite, en fait, c'était sous le général de Gaulle. Tout le reste, ça a été du gauche, du centre-gauche, ou de l'union des gauches, mais ça a été, même quand vous regardez en fait en profondeur, je crois que c'est en 1928 où soi-disant le gouvernement de droite arrive, en fait c'était des gens qui étaient de gauche 40 ans avant. C'était simplement, il y a eu un mouvement de sinistre au gire qui fait que ce qui était d'extrême gauche est devenu de gauche. Clémenceau était d'extrême gauche, était considéré comme extrême gauche. Pierre Laval était le plus jeune député socialiste. Et puis finalement, il a fini radical socialiste, radical de gauche, une espèce de magma. Voilà. Et ce qui fait que finalement, c'était eux la République.
Et donc, comme vous le dites, effectivement, c'était une religion, qui était très... Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Et surtout, pour les Français, maintenant, notamment pour les jeunes, finalement, c'est quoi la République? C'est le suffrage universel. Je peux choisir mon président, mes députés et mes lois. Aujourd'hui, on est là, c'est ça. Et c'est ça, effectivement. Et dans ce sens-là, la gauche a raison d'avoir peur, et de dire qu'ils veulent faire tomber leur République. Ils veulent se l'approprier. Et on est finalement dans un système qui ressemble maintenant au système russe. Pour les Russes, il n'y a pas d'idéologie de la République, mais ils aiment bien le suffrage universel. Voilà. Il faut aussi voir que dans l'histoire de la République, la gauche a toujours été terrorisée par le suffrage universel. Il faut rappeler quand même que notamment le droit de vote des femmes, c'est 1945. C'était déjà en 1919, le pape Benoît XV demande aux démocraties occidentales de donner le droit de vote aux femmes. Les soviétiques le font dès 1917, intéressant. Pourquoi est-ce que ça passe pas en France? Parce que le Sénat, qui est de gauche, dit non, les bonnes femmes vont voter comme leur curé. On est exactement à la critique des réseaux sociaux, c'est-à-dire les femmes françaises sont trop connes, pour se faire leur idée par elles-mêmes, c'est leurs curés qui vont leur bourrer le crâne. Il y a un mépris. La Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, commence par le suffrage censitaire. Voilà. Et en fait, finalement, vous voyez le mouvement des foulards rouges, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de classe. Alors que dans les Gilets jaunes, finalement, on voit à la fois de l'entrepreneur et de l'artisan, de l'ouvrier. Donc c'est un mouvement qui transcende les classes, c'est un mouvement national, je dirais même nationaliste. Alors que du côté des foulards rouges, là, c'est vraiment une réaction de classe. C'est les retraités privilégiés pour qui une augmentation d'1 ou 2% de la CSG n'est pas un problème. C'est des urbains, bobos, qui estiment que les choses n'ont pas raison de changer, puisque pour eux tout va bien. Et comme ils ne se préoccupent pas de leur prochain, voilà, et surtout ils ont cette phrase délirante, c'est-à-dire on a voté. Et là on est vraiment dans du contractualisme à l'Obs ou à la LOC, c'est-à-dire qu'on a élu le Léviathan, il peut faire ce qu'il veut. On a abandonné notre liberté complètement au dictateur, qui va pouvoir nous crever les yeux si jamais on ne respecte pas, et on aura peut-être une chance dans 3 ans de le virer. Peut-être. Et c'est ça le mouvement extraordinaire des Gilets jaunes, c'est que non. Ces règles-là, c'est les vôtres, et nous, on change les règles. Parfait, merci Monsieur Moreau, et à bientôt.